Bonjour Georges Fenech. Bonjour. Vous avez été magistrat avant d'avoir été député du Rhône, député Les Républicains. Emmanuel Macron a-t-il eu raison de lancer les états généraux de la justice hier à Poitiers? Bien sûr, je pense qu'il est important qu'on puisse mobiliser tous les acteurs de la justice, mais également tous les Français sur une réflexion en profondeur sur la place de l'institution judiciaire aujourd'hui dans notre pays. On peut regretter que ce n'ait pas été fait. Ça arrive un peu tard. Un peu avant, bien sûr. Et rétablir la confiance dans l'institution judiciaire, c'est un vœu extrêmement difficile à réaliser, tellement nous partons de loin. Vos anciens collègues magistrats disent en majorité il y a une défiance, c'est à la fois vis-à-vis des politiques, vis-à-vis des justiciables, ils se sentent incompris, ils ont raison. Oui, quand vous voyez tous les sondages, en fait, il y a une défiance et un manque de confiance envers l'institution judiciaire, pour toujours les mêmes raisons depuis plusieurs décennies en réalité, c'est-à-dire une suspicion sur l'indépendance de la justice. Donc il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réellement couper le lien entre parquet et exécutif? Moi je le crois. Je ne suis pas majoritaire dans la magistrature en disant cela. D'abord, il faut faire cette réforme devant le Conseil supérieur de magistrature statutaire pour la question de la nomination des procureurs, mais au fond, ça ne changera pas fondamentalement les choses parce que c'est déjà dans la pratique ce qui est fait, c'est-à-dire que les nominations, elles ne vont jamais contre l'avis du Conseil supérieur de magistrature. Bon, l'inscrire dans la Constitution, c'est bien, mais ça ne changera pas fondamentalement la question du juge. Et ce que je note, moi, dans le discours... Donc séparer clairement parquet et siège. Voilà, et ça, le président de la République l'a mis sur la table. Séparer le parquet et le siège, et aussi réfléchir à notre procédure d'instruction. Il le dit. Il l'a abordé également. Voilà, alors bon courage, parce qu'à chaque fois que on se souvient, Nicolas Sarkozy avait fait marche arrière immédiatement, et pourtant, la France reste le dernier pays, peut-être la dernière grande démocratie, à avoir un système inquisitoire à la française, contrairement à l'Allemagne, à l'Italie, à la Grande-Bretagne. Alors Emmanuel Macron, il a aussi mis les magistrats face à leurs responsabilités. Il dit notamment la responsabilité, c'est aussi de savoir avoir des relations apaisées avec le politique. C'est un vœu pieux? Non, mais les relations entre ces deux pouvoirs que sont l'exécutif et le judiciaire, moi j'aime bien parler de pouvoir judiciaire et pas simplement d'autorité, elles doivent s'articuler. Pour vous, c'est un pouvoir. C'est justement, et ça doit être hissé au même niveau que exécutif et législatif. Non, ça n'est pas le même niveau de légitimité, puisque mais c'est toute la différence entre pouvoir et autorité. Voilà, vient du suffrage universel, direct, mais les magistrats ont un rôle constitutionnel, garant de l'indépendance, garant des libertés individuelles. Donc il faut préserver cette indépendance de la justice, mais pas uniquement sur le plan statutaire. Il faut aussi peut-être s'attaquer au problème du noyautage quelque part idéologique qui a infiltré l'institution et qui est très mauvais en termes d'image pour les juges. Vous vous souvenez l'affaire du mur des cons, etc. Donc il faut préserver certes le syndicalisme judiciaire, mais en même temps dépolitiser aussi l'institution judiciaire. Et ça, en un mot, on fait quoi? Alors, en un mot, on fait respecter des codes de déontologie, on ne se mêle pas de politique, on n'appelle pas à voter pour tel candidat aux élections présidentielles, on ne critique pas, et même en détournant quelquefois... Les magistrats font trop de politique en général? Bien sûr, ça c'est clair. Y compris dans leurs décisions? Pas la majorité, attention, ça reste une minorité. Y compris dans leurs décisions? Mais je pense qu'il peut y avoir une idéologie dans leurs décisions, certaines décisions qui sont frappées un peu d'idéologie, effectivement. Et ça, celle récente à l'égard de Nicolas Sarkozy? Non, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça. Je dis simplement sur le plan des principes, par exemple, les lois sur l'immigration, ces lois-là ne s'appliquent pas avec toute la rigueur, devraient s'appliquer. Voilà. Le président de la République a jugé aussi qu'on n'était pas dans l'apaisement quand une ancienne ministre de la Santé était mise en examen par la Cour de justice de la République, quand il y avait des perquisitions matinales chez Olivier Véran. C'est à supprimer, la Cour de justice? De toute façon, ces jours sont comptés. Il est évident que la Cour de justice de la République... On ne le fait pas parce qu'on ne trouve pas les 3/5 de la majorité, parce qu'il faut modifier la Constitution. Donc, ça ne peut se faire qu'en début de mandat, cette réforme du Conseil supérieur de magistrature, cette réforme de la Cour de justice de la République. Mais les 3 derniers présidents l'avaient envisagé, ils ne l'ont pas fait.
Ils ne l'ont pas fait parce qu'encore une fois, ils n'avaient pas la majorité des 3/5. Donc il faudra Est-ce que la solution, c'est de faire finalement juger les responsables politiques, les ministres, par les juges avec des garanties supplémentaires, avec des filtres, notamment au moment des plaintes, par exemple. Mais moi, je m'inscris en faux là, sur la critique qui est faite par le président de la République sur les mises en examen. Il ne devrait pas dire ça? Non, il ne devrait pas le dire. Un président d'exercice ne devrait pas dire ça il est garant de l'indépendance. Sur une affaire en cours? Là, il émet une opinion sur des actes d'instruction en cours, avec une cour de justice. Même si ça a choqué tout le monde? Même si la crise sanitaire est en cours? Mais écoutez, c'est l'indépendance de la justice. Elle est saisie de plaintes. Le parquet général a estimé que ces plaintes étaient recevables. Vous avez des magistrats professionnels qui enquêtent, qui en tirent des conséquences. On ne peut pas accepter que le pouvoir exécutif... C'est une immixtion dans la marge pour moi, de la justice? Oui, pour moi. Elle n'est pas violente, hein, mais elle est en filigrane dans son propos, effectivement. Et il critique cette... Ou alors qu'on le dise clairement, qu'il n'y ait plus de possibilité pour les magistrats d'enquêter ou d'instruire sur des faits qui relèvent de la responsabilité des ministres. On est resté mais au milieu du chemin pour vous. Ça n'est pas possible. Christian, vous avez été député Les Républicains. Christian Jacob, il réunit les candidats Les Républicains ce matin pour un petit déjeuner. Ça sent un peu la photo de famille artificielle. Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire sur cette question-là. Moi, je crois que le parti Les Républicains se cherche toujours. Il cherche un candidat aussi. Je pense qu'il cherche surtout un candidat qui incarne une alternative possible à la politique actuelle. Processus trop long pour vous? Le processus est beaucoup trop long. Les primaires, on a vu ce que ça a donné en 2017. Moi, je garde un souvenir très amer de ce qui s'est passé de ces primaires. Bon, là, ce sont les militants. Ce ne sont pas tout le pays qui votera. Donc, ce sont les militants. C'est des affaires internes aux Républicains. Mais attention à ne pas non plus se refermer sur soi. Si on veut garder une chance pour être au deuxième tour d'élection présidentielle, il faut élargir le spectre. C'est le risque avec ce moi, je regrette que le centre, par exemple, ne soit pas représenté à ces primaires. C'était l'idée de l'UMP, à laquelle je crois toujours, c'est-à-dire le rassemblement du centre et de la droite. Sans le centre, la droite ne peut pas gagner une élection présidentielle. Effectivement, pendant ce temps-là, Éric Zemmour, lui, s'est rapidement installé dans le paysage, à 15% environ dans les récents sondages. Que doivent faire les Républicains face à lui? Ils doivent essayer de récupérer le retard, puisqu'il y a une envolée, une échappée solitaire, hein, et que les LR, il est dans le peloton. On est encore à 6 mois de l'élection. Ça va être très compliqué, mais bon, l'élection, elle se jouera, la campagne va démarrer véritablement en février, je peux dire, et l'élection se jouera effectivement dans les dernières semaines. Donc ça n'est pas trop tard. Tout n'est pas joué. Tout n'est pas joué, en tout cas, l'expérience nous l'a montré. Vous avez dirigé la commission d'enquête parlementaire sur les attentats du 13 novembre 2015. Le procès a commencé début septembre. Qu'en pensez-vous de ce procès? Est-ce qu'il permet finalement un examen à la fois judiciaire et une expression des victimes satisfaisante? Je crois que oui. Je crois que le temps est donné à la parole pour les victimes. Le président... C'est normal. C'est tout à fait normal. La durée me paraît tout à fait normale, même si certains ne la comprennent pas. Il y a plus de 2000 parties civiles. Elles ont droit à la parole. Et donc c'est normal que ce procès se déroule d'ailleurs avec une présidence tout à fait maîtrisée. La conduite du procès par le président est maîtrisée. Absolument, absolument. Et c'est pas facile, vous le savez. Il faut entendre, oui, bien sûr, ça n'est pas facile, mais le président a beaucoup d'expérience. Et il faut entendre les victimes, il faut déterminer la responsabilité des accusés. Ça sera dans un deuxième temps, parce que finalement, pour le moment, on a très peu examiné les faits proprement dit. Et on sait que... Oui, il y a un calendrier qui prévoit effectivement des auditions. Il y aura aussi un temps pour les responsables politiques de l'époque, qui resitueront ces attentats dans le contexte de l'époque, et qui diront sans doute si la France est aujourd'hui mieux armée contre ces risques de menaces exogènes, mais c'est un droit légitime pour les victimes de le savoir. Il y a eu un attentat contre un député poignardé à mort, un député britannique. La police parle d'une potentielle motivation islamiste. Ça veut dire que tout est toujours possible à tout moment. Vous connaissez bien ces questions de terrorisme. Bien sûr que personne ne peut dire aujourd'hui que le risque zéro n'existe pas. On s'en prend à plusieurs députés, d'ailleurs, en Grande-Bretagne. Ce n'est pas le premier qui a été assassiné. Chez nous, en France, on a eu beaucoup de policiers, de représentants d'autorité, des enseignants, Samuel évidemment. Paty, voilà. Évidemment. On est quand même mieux armés aujourd'hui, mais la menace, elle peut ressurgir.
Vous voyez ce qui se passe en Afghanistan, au Mali, un peu partout. Et donc, moi, je me félicite que cette commission d'enquête que j'ai présidée, effectivement, a vu ces 40 propositions aujourd'hui passer dans la réalité des faits, notamment la création d'un centre national de contre-terrorisme auprès du chef de l'État, qui était une de nos propositions phares. Et puis, qui a été réalisé. Et puis un meilleur fonctionnement de nos services de renseignement aussi. Merci Georges Fenech. Merci.